toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet passionnant et souvent redouté, la communication de crise, surtout quand le changement est subi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour les filles, comment vous allez aujourd'hui? Bonjour Mariam, bonjour Aya. Franchement, je vais super bien. Je me sens trop enthousiaste à l'idée de discuter ce sujet avec vous. Bonjour tout le monde. Pareil pour moi, un peu de fatigue, mais j'adore les débats sur la communication, alors je suis prête. Super! Ça fait plaisir de vous entendre motivé. Alors, chers auditeurs, restez bien avec nous, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème qui concerne toutes les entreprises, petites ou grandes. Que faire quand le changement n'est pas choisi mais imposé? Et comment une entreprise peut-elle protéger son image et sa réputation pendant une crise? Et croyez-moi, on va vous donner des exemples concrets, des études de cas réels et quelques leçons précieuses à retenir. Safia, pour commencer, comment tu définirais la communication de crise? Je dirais que la communication de crise, c'est la capacité d'une entreprise à gérer efficacement une situation imprévue ou déstabilisante, tout en protégeant son image et sa réputation. Ça ressemble à l'intervention d'un pompier quand tout brûle. Exactement. Et le plus grand défi, c'est que souvent le changement vient de l'extérieur, c'est-à-dire une pandémie, une restructuration, une erreur interne, bref, des événements qu'on ne contrôle pas. Prenons l'exemple d'une crise de restructuration d'entreprise. C'est souvent le cas après une fusion ou des licenciements massifs. Par exemple, regardez Air France, il y a quelques années, ils ont dû annoncer des suppressions d'emplois et ça a créé un vrai choc médiatique. Oui, on a déjà vu des images diffusées dans les médias où les employeurs manifestent contre la direction. Ces situations ne peuvent que montrer que la communication interne est aussi importante que la communication externe. Exactement, parce que les salariés sont les premiers ambassadeurs de l'entreprise. Quand ils se sentent exclus ou mal informés, la tension monte très vite. Safia, tu voulais nous parler d'un cas de crise d'image, non? Oui, bien sûr. Je peux bien prendre l'exemple de Facebook, devenu Meta. Et après le scandale de Cambridge Analytica en 2018, où l'entreprise a vu sa réputation qui s'effondre. Et puis, des millions d'utilisateurs ont perdu confiance. C'est vrai, la réaction de Mark Zuckerberg a été très observée. Ils ont lancé une grande campagne pour regagner la confiance du public, en insistant sur la sécurité des données et la transparence. C'est un bon exemple de gestion post-crise. Même si l'erreur était grave, l'entreprise a tenté de transformer cette crise en opportunité du changement. Moi, je voudrais parler du cas de Renault. Pendant la période post-Carlos Ghosn, l'entreprise a subi une crise de gouvernance majeure. Ils ont dû restructurer l'organisation et restaurer la confiance, non seulement auprès des employés, mais aussi des investisseurs et du public. Ah oui, la directrice générale Clotilde Delbos avait adopté une communication sobre, transparente, sans chercher à masquer la difficulté. Cette situation nous montre que reconnaître la crise, c'est déjà la première étape pour la résoudre. Exactement, une communication sincère et humaine crée souvent plus de crédibilité que des discours purement stratégiques. Est-ce que dire de la crise du Covid-19? Beaucoup d'entreprises ont dû s'adapter du jour au lendemain. Oui, par exemple, McDonald's a dû fermer ses restaurants du jour au lendemain, mais ce qui est intéressant, c'est leur réaction. Ils ont lancé une communication axée sur la sécurité, le soutien aux employés et la livraison sans contact. Et même au niveau visuel, ils avaient temporairement séparé les arches de leur logo pour symboliser la distinction sociale.
Une belle initiative de communication symbolique. Exactement, c'est une façon créative de transformer un problème en message positif. J'aimerais qu'on parle un peu de la dimension théorique de la communication des crises. Tu sais, selon Combs, spécialiste de la gestion des crises, il existe plusieurs stratégies adaptées selon le type de crise. Il distingue par exemple les crises victimes, où l'entreprise subit un événement externe, et les crises préventives, où l'entreprise est directement responsable. Oui, j'ai déjà entendu dire et aussi Camps explique que la stratégie de réponse doit être adaptée. Par exemple, si l'entreprise est victime, il faut surtout montrer de l'empathie et soutenir les parties prenantes. Mais si elle est responsable, le public attend des excuses, des répartitions et des actions concrètes pour corriger le problème. C'est vraiment fascinant parce que cela montre que la communication de crise ne se limite pas à réagir vite. Il faut analyser le type de crise, les parties prenantes concernées et l'impact possible sur l'image de l'entreprise. Oui, la vérité, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce point, c'est que cela rejoint aussi la notion de la cohérence dans le message. Ça veut dire une entreprise qui communique sans réfléchir au type de crise risque de renforcer la confusion et la méfiance. Oui, et cela peut être très créatif aussi. Par exemple, certaines entreprises utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux non seulement pour s'excuser, mais pour créer un dialogue direct Ah avec le oui. public, euh, ce qui correspond à la stratégie de communication interactive décrite par Heath. Cela transforme une crise potentielle en opportunité d'engagement et de reconstruction de confiance. Oui, c'est exactement ça. En combinant la théorie de Camps et la pratique actuelle de la communication digitale, on voit que gérer une crise, ce n'est pas juste une réaction instinctive. Oui, oui. C'est un processus stratégique et réfléchi, qui peut même devenir une occasion d'innovation et de créativité dans la manière de communiquer. Oui, et cette approche réfléchie qui distingue les entreprises qui survivent à la crise de celles qui disparaissent rapidement des radars médiatiques et du public. J'aimerais savoir ce que vous pensez toutes les deux. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important dans une crise? Réagir vite ou prendre le temps de réfléchir et d'analyser la situation? Moi, je pense que la rapidité prime. Dans les premières heures, le public et les médias déjà forment leur opinion. Si tu ne communiques pas vite, c'est la panique totale et tu perds le contrôle. Je ne suis pas complètement d'accord, Safia, parce que communiquer très vite peut aussi être dangereux. Si tu ne réfléchis pas à ton message, tu peux dire quelque chose de maladroit ou faux, et la crise s'aggrave encore plus. Ah, intéressant. Donc, Safia, tu privilégies la réactivité immédiate, tandis qu'Aya, tu défends la précision et la stratégie avant de parler. Ah, c'est ça. Pour moi, une réaction rapide peut parfois sauver l'image, mais il faut quand même que le message soit correct, bien sûr. Et moi je dis qu'un message réfléchi, même quelques heures plus tard, sera mieux aperçu qu'un message précipité qui aggrave les tensions. C'est un vrai dilemme en communication de crise. Il faut trouver l'équilibre entre rapidité et pertinence, ce qui n'est jamais facile à gérer. Ah oui, et c'est là que l'expérience et les plans préétablis entrent en jeu. Tout à fait, une entreprise préparée pourra réagir vite et bien, même sous pression. Exactement, et c'est un excellent exemple de la complexité de la communication de crise. Alors, après ce débat, quelle leçon peut-on tirer? Si je devais retenir une leçon, je dirais que la clé d'une bonne communication de crise, c'est l'anticipation. Même si le changement est subi, une entreprise doit
toujours avoir un plan de communication clair et réactif. Et moi, je dirais l'humain avant tout. Les entreprises oublient souvent que derrière chaque crise, il y a des personnes qui attendent des réponses, pas juste des excuses. Très vrai. Et pour finir, je dirais qu'une crise bien gérée peut devenir une opportunité. Celle de repenser sa stratégie, de renforcer ses valeurs et surtout de reconstruire la confiance. Voilà, c'était notre discussion autour de la communication de crise quand le changement est subi. Un grand merci à mes invités, Safia et Aya, pour vos analyses et vos exemples super pertinents. Merci à toi, Mariam. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Myriam, j'ai adoré cette discussion. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, une crise n'est pas une fin, mais souvent un nouveau départ. À très bientôt pour un prochain épisode de notre podcast sur la communication et les médias.